Il y a des scènes qu'on voit dans la rue et qu'on n'oublie jamais. Parfois, c'est une étreinte qui n'a jamais eu lieu, un sanglot étouffé au milieu du vacarme ou un vélo rafistolé transportant un garçon en fauteuil roulant dans les rues en pente de la ville. Mais ce n'était pas n'importe quel garçon, ni n'importe quel vélo. C'était un matin nuageux, de ceux où le soleil semble avoir honte d'apparaître. À l'intersection entre l'avenue et l'indifférence, la voilà. Une femme maigre, habillée de vêtements délavés par le temps et l'abandon, pédalant comme une amérante, avec un garçon d'environ 9 ans attaché à un fauteuil roulant de fortune fixé à l'arrière du vélo. La roue arrière tremblait plus qu'une promesse de politicien en période électorale. Mais elle avançait, forte, déterminée, avec ce qui lui restait de dignité. Et le garçon... le garçon souriait, avec la bouche et les yeux. Comme si cette balade, malgré le danger, était le plus grand parc d'attractions du monde. Et là, attention, de l'autre côté du trottoir, dans une grosse voiture noire brillante qui ressemblait plus à un vaisseau spatial, un homme en costume, avec une tête de celui qui commande le monde, s'arrêta. Il baissa lentement ses lunettes de soleil comme s'il voyait un mirage. Cette scène, cette femme, ce garçon, le bouleversèrent. Et avant que tu penses qu'il était sentimental, laisse-moi te dire, cet homme était du genre à écraser une fleur si elle poussait sur l'asphalte. Il ne souriait pas aux enfants, ne donnait pas d'aumône, ne croyait pas au destin. Mais cette scène, cette femme tirant l'impossible avec les dents, fit trembler son âme. « C'est pas possible », murmura-t-il presque sans s'en rendre compte. « Ce n'est pas normal. » Et en essai, ça ne l'était pas. Cette femme, ce vélo, ce garçon, tout criait une histoire cachée. Un secret suspendu au guidon. Mais le monde, mon petit, adore cacher l'extraordinaire dans l'ordinaire, juste pour voir qu'il y a encore des yeux pour le voir. Et le millionnaire, lui, il l'a vu. Sa voiture a continué, mais ses pensées sont restées. Cette image allait revenir, le hanter. Et tout changer. Parce qu'il y a des choses qu'on voit dans la rue, mais que le cœur emporte chez lui. Tu veux savoir qui était cette femme ? Et pourquoi ce garçon n'a plus jamais appelé personne tonton ? Alors prépare-toi. On dit qu'une mendiante n'a pas de nom. Qu'elle est juste une âme de plus abandonnée au coin de la hâte. Mais celle-ci en avait un. Elle s'appelait Lydia. Un joli prénom de ceux qui sonnent comme le titre d'un vieux roman. Mais sa vie n'avait rien de romantique. Lydia vivait sur un terrain vague derrière un garage. Un trou fait de barches, de bois pourris et d'odeurs de pluie ancienne. Elle dormait enlacée avec la peur et se réveillait expulsée par le froid. Elle survivait de restes, de pièces de monnaie et de espoir. Ce maudit espoir qui refuse de mourir. Le garçon se plaît Kimeguigno. Corps fragile mais sourire facile. Il n'avait plus l'usage de ses jambes depuis l'âge de 4 ans, lorsqu'une fièvre mal soignée avait effacé une partie de ses mouvements. Depuis, le fauteuil roulant était devenu ses jambes, ses bras, sa liberté. Mais un vrai fauteuil, il n'en avait jamais eu. Ceux qu'il utilisait étaient un assemblage de pièces en fer, de roulettes de marché et d'une ceinture attachée avec du fil de fer. C'était tout ce que Lydia avait pu fabriquer. Elle n'était pas sa mère, mais elle s'en occupait comme si elle l'était. Elle avait trouvé le garçon abandonné sur un trottoir, recroquevillé entre une couverture mouillée. Personne ne savait d'où il venait. Mais quand il la regarda avec ses yeux qui demandaient des bras sans même ouvrir la bouche, Lydia comprit, elle n'était plus seule. Depuis ce jour-là, elle pédalait. Elle pédalait pour que le garçon voie du monde, sente le vent, se rappelle que le monde existait au-delà des interstices de la barche. Chaque coup de pédale était un acte de résistance, d'amour, de guerre. Mais ce que Lydia ne savait pas, c'est que quelqu'un avait vu, et que ce quelqu'un avait un nom, un prénom et assez d'argent pour acheter toute la rue où elle vivait. Il y a des scènes qu'on voit dans la rue et qu'on n'oublie jamais. Parfois, c'est une étreinte qui n'a jamais eu lieu, un sanglot étouffé au milieu du vacarme ou
un vélo rafistolé transportant un garçon en fauteuil roulant dans les rues en pente de la ville. Mais ce n'était pas n'importe quel garçon, ni n'importe quel vélo. C'était un matin nuageux, de ceux où le soleil semble avoir honte d'apparaître. À l'intersection entre l'avenue et l'indifférence, la voilà. Une femme maigre, habillée de vêtements délavés par le temps et l'abandon, pédalant comme une amérante, avec un garçon d'environ 9 ans attaché à un fauteuil roulant de fortune fixé à l'arrière du vélo. La roue arrière tremblait plus qu'une promesse de politicien en période électorale. Mais elle avançait, forte, déterminée, avec ce qui lui restait de dignité. Et le garçon souriait, avec la bouche et les yeux, comme si cette balade, malgré le danger, était le plus grand parc d'attractions du monde. Et là, attention, de l'autre côté du trottoir, dans une grosse voiture noire brillante qui ressemblait plus à un vaisseau spatial, un homme en costume, avec une tête de celui qui commande le monde, s'arrêta. Il baissa lentement ses lunettes de soleil comme s'il voyait un mirage. Cette scène, cette femme, ce garçon, le bouleversèrent. Et avant que tu penses qu'il était sentimental, laisse-moi te dire, cet homme était du genre à écraser une fleur si elle poussait sur l'asphalte. Il ne souriait pas aux enfants, ne donnait pas d'aumône, ne croyait pas au destin. Mais cette scène, cette femme tirant l'impossible avec les dents, fit trembler son âme. « C'est pas possible », murmura-t-il presque sans s'en rendre compte. « Ce n'est pas normal. » Et en essai, ça ne l'était pas. Cette femme, ce vélo, ce garçon, tout criait une histoire cachée. Un secret suspendu au guidon. Mais le monde, mon petit, adore cacher l'extraordinaire dans l'ordinaire, juste pour voir qu'il y a encore des yeux pour le voir. Et le millionnaire, lui, il l'a vu. Sa voiture a continué, mais ses pensées sont restées. Cette image allait revenir, le hanter. Et tout changer. Parce qu'il y a des choses qu'on voit dans la rue, mais que le cœur emporte chez lui. Tu veux savoir qui était cette femme ? Et pourquoi ce garçon n'a plus jamais appelé personne tonton ? Alors prépare-toi. On dit qu'une mendiante n'a pas de nom. Qu'elle est juste une âme de plus abandonnée au coin de la hâte. Mais celle-ci en avait un. Elle s'appelait Lydia. Un joli prénom de ceux qui sonnent comme le titre d'un vieux roman. Mais sa vie n'avait rien de romantique. Lydia vivait sur un terrain vague derrière un garage. Un trou fait de barches, de bois pourris et d'odeurs de pluie ancienne. Elle dormait enlacée avec la peur et se réveillait expulsée par le froid. Elle survivait de restes, de pièces de monnaie et de espoir. Ce maudit espoir qui refuse de mourir. Le garçon se plaît Kimeguigno. Corps fragile mais sourire facile. Il n'avait plus l'usage de ses jambes depuis l'âge de 4 ans, lorsqu'une fièvre mal soignée avait effacé une partie de ses mouvements. Depuis, le fauteuil roulant était devenu ses jambes, ses bras, sa liberté. Mais un vrai fauteuil, il n'en avait jamais eu. Ceux qui l'utilisaient étaient un assemblage de pièces en fer, de roulettes de marché et d'une ceinture attachée avec du fil de fer. C'était tout ce que Lydia avait pu fabriquer. Elle n'était pas sa mère, mais elle s'en occupait comme si elle l'était. Elle avait trouvé le garçon abandonné sur un trottoir, recroquevillé entre une couverture mouillée. Personne ne savait d'où il venait. Mais quand il la regarda avec ses yeux qui demandaient des bras sans même ouvrir la bouche, Lydia comprit, elle n'était plus seule. Depuis ce jour-là, elle pédalait. Elle pédalait pour que le garçon voie du monde, sente le vent, se rappelle que le monde existait au-delà des interstices de la marche. Chaque coup de pédale était un acte de résistance, d'amour, de guerre. Mais ce que Lydia ne savait pas, c'est que quelqu'un avait vu, et que ce quelqu'un avait un nom, un prénom et assez d'argent pour acheter toute la rue où elle vivait. Il s'appelait Arthur Bellini, propriétaire d'une entreprise de construction, de 5 centres commerciaux, et d'un cœur qui ne battait qu'après avoir demandé combien ça coûtait. Arthur était l'archétype de l'homme qui avait tout gagné et perdu tout ce qui n'avait pas de prix. Veuf depuis 5 ans, sans enfant, sans étreinte,
Ils vivaient dans un appartement si grand que le silence y résonnait. Il parlait plus souvent à son avocat qu'à n'importe quel être humain ordinaire. Mais cette nuit-là, en posant sa tête sur un oreiller en lin égyptien, il ne pensait qu'au vélo, à la femme, au garçon. Il tenta de dormir, mais l'image s'imposait, le sourire de l'enfant, le bruit de la roue frappant le sol, la force de cette femme maigre tirant tout cela toute seule. Et alors surgit le souvenir, du fond de la mémoire, de l'époque où il croyait encore à des choses idiotes, comme la famille, le futur et le pardon. Il avait aussi un frère, disparu depuis plus de 30 ans, un frère en situation de handicap. Et si... Mais non, ce serait de la folie. Et pourtant, Arthur décida. Il allait découvrir qui était cette femme et qui était cet enfant. Pas par compassion, mais parce que parfois, le passé revient et il coûte cher. Arthur ne croyait pas à la chance. C'est pourquoi il envoya ses agents de sécurité inspecter tout le quartier le lendemain. Chercher une femme sur un vieux vélo, transportant un garçon en fauteuil roulant. Elle doit être par ici. Les employés furent surpris. Ils n'avaient jamais vu leur patron se soucier de quelqu'un qui ne figurait pas dans le classement Forbes. Mais un ordre était un ordre, et Arthur n'était pas du genre à répéter 2 fois. De l'autre côté de la ville, Lydia poursuivait sa routine. Ramasser des canettes, demander du pain rassis à la boulangerie, laver le visage de Tien Guignot avec un chiffon humide, et pédaler. Elle ne savait pas qu'on la suivait, que des regards habillés en costume et écouteurs étaient sur ses traces. Mais ce que les gardes-corps ne savaient pas, c'est que trouver Lydia n'était pas difficile. Ce qui était difficile, c'était de comprendre pourquoi ce garçon riait autant sans rien avoir. Et pourquoi cette femme semblait si riche, sans même avoir un endroit où mourir. 3 jours plus tard, un des agents envoya une photo. Arthur ouvrit son téléphone et vit Lydia arrêtée sur une place, partageant un morceau de pain avec le garçon. Le soleil illuminait son visage et révélait des rides qui ne venaient pas de l'âge, mais de la lutte. C'est elle. Arthur demanda à la faire venir, mais Lydia n'était pas du genre à se laisser attraper facilement. Lorsqu'elle remarqua qu'on la recherchait, elle disparut, comme une ombre. C'est Tien Guignot qui sauva la situation. Quelques jours plus tard, il reconnut l'agent de sécurité dans la rue et lui fit signe, souriant. L'homme s'approcha. Il tendit une carte. « Notre patron aimerait vous parler. Ce n'est rien de mauvais, juste une conversation. » Lydia hésita. Mais quelque chose dans le visage du garçon disait « Vas-y, tata. Parfois le monde envoie un ange, déguisé en riche. » Et elle y alla. Elle ne savait pas que cette conversation allait ouvrir une porte, mais aussi un trou dans sa poitrine. Quand Lydia entra dans le manoir, elle eut l'impression de marcher dans un film. Tapis moelleux, escalier brillant, parfum de fleurs dont elle ne connaissait même pas le nom. Tien Guignot lui tenait la main fort. Il était nerveux, il n'avait jamais vu autant de belles choses rassemblées. Arthur apparut. Il n'était pas en costume, il portait un survêtement. Comme pour dire « Aujourd'hui, je suis humain ». « Tu t'appelles Lydia, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, méfiante. « Et le garçon ?»« Thiago, mais tu peux l'appeler Tien Guignot, il préfère comme ça. » Arthur s'agenouilla. Il regarda l'enfant dans les yeux. « Tu sais qui est ton père, mon garçon ?» Le sourire de Tien Guignot s'effaça. Lydia plissa des yeux. « Il n'a pas de père, et s'il en a un, il ne mérite pas de savoir. » Arthur inspira profondément. Il sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Et si je te disais que je le connais peut-être ?» Silence. Un silence qui criait. Parce que parfois,
Le destin murmure là où la vie hurle. Arthur mena Lydia dans une pièce cachée de la maison, un bureau aux murs tapissés de livres avec une boîte en bois posée sur la table. Ces lettres ont été écrites par mon frère, avant de disparaître. Lydia écarquillait les yeux. Elle en prit une. L'écriture était tremblante, enfantine. « Cher Arthur, aujourd'hui, j'ai réussi à faire 3 pas avec ma jambe droite. Je voulais te montrer, mais tu ne viens jamais. » Le silence devint lourd. Tcheguigno posa sa tête sur le bras de Lydia. « Ton frère était en fauteuil roulant ?» demanda-t-elle. Arthur hocha la tête. « Oui, mon père avait honte de lui. Un jour, il a disparu. Nous ne l'avons jamais revu. J'ai toujours cru qu'il était mort. Mais ce sourire de Tcheguigno, c'est le même. Et cette cicatrice ici, il montra le menton de l'enfant. Mon frère avait la même après être tombé dans les escaliers à l'âge de 5 ans. » Lydia regarda le garçon. « Le prénom de ton frère était... » Arthur inspira profondément. « Luca Bellini. » Et à ce moment-là, le monde s'arrêta. Parce que Lydia connaissait ce nom, et elle savait ce qui s'était passé, et ce qui allait encore arriver. Lydia demanda à revoir la cicatrice du garçon. Puis, sans dire un mot, elle sortit de sa poche un vieux bracelet, tout rayé, avec une plaque de métal tordue. Elle l'avait trouvé avec Tcheguigno le jour où elle l'avait recueilli sur le trottoir. Elle n'avait jamais eu le courage de le jeter, ni de poser de questions, mais elle n'avait jamais bien compris ce qui y était écrit. Les lettres étaient effacées. Arthur prit le bracelet avec des mains tremblantes. Il l'approcha de la lumière. Et là, il lut « L. Bellini ». Ses yeux s'embuèrent. Il s'effondra sur la chaise comme si la gravité avait doublé. « C'est impossible !» Lydia s'approcha. « Tu penses que ce garçon est le fils de ton frère ?» Arthur regarda l'enfant comme s'il voyait un miracle recroquevillé. « Je ne le pense pas. Je le ressens. Il a le regard de Lucas. Il sourit pareil. Même sa manière de hausser les épaules. » Tcheguigno, curieux, demanda simplement « C'est qui ce monsieur, Tata ?» Lydia s'agenouilla. « Tcheguigno, tu te rappelles que je t'ai toujours dit que les anges n'ont pas d'ailes, mais qu'ils apparaissent quand on en a besoin ?» Il hocha la tête. « Eh bien, cet homme pourrait être ton oncle. » Silence. Arthur porta sa main à son visage. Il pleurait. Pour la première fois depuis des années, il pleurait vraiment. Parce que parfois, la vie rend ce qu'elle applique, mais d'une manière complètement inattendue. Malgré tout, Arthur était un homme pragmatique. Ému, oui, mais pas naïf. Il demanda un test ADN, et Lydia n'y opposa aucune résistance. Elle accepta avec dignité, bien qu'avec un doute au fond du cœur. En attendant le résultat, il fit l'impensable. Il loua un appartement pour Lydia et Tcheguigno. Meubles neufs, frigo rempli, douche chaude. Elle ne savait pas si elle devait remercier ou pleurer. Mais Tcheguigno, lui était amoureux. Il y avait une télévision, un lit moelleux et un vrai fauteuil roulant. « Maintenant, je peux courir, Tata !» criait-il dans les couloirs. Arthur venait les voir tous les jours. Il apportait des goûters, des jouets et s'asseyait par terre avec le garçon. C'était comme s'il essayait de rattraper le temps qu'il n'avait pas eu avec son frère à travers son neveu. Mais une chose gênait encore Lydia. Une question qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi quelqu'un comme Lucas aurait-il laissé un fils dans la rue? Et cette question allait tout bouleverser. Le résultat arriva. Positif. 99,98%. Tcheguigno était bien le fils de Luca Bellini, et donc le neveu légitime d'Arthur. Le millionnaire sourit. Un vrai sourire pour la première fois depuis des années. « Tu fais partie de ma famille, mon garçon. » Tcheguigno sourit aussi, sans tout comprendre, mais avec une chaleur dans le cœur. Arthur voulut faire plus. Il voulut adopter, offrir une école, un médecin, tout.
Mais Lydia hésita. Je ne veux pas qu'il oublie d'où il vient. Arthur promit que non, qu'il voulait seulement ajouter, pas remplacer. Et pour la première fois, les trois étaient ensemble, comme une famille. Mais la paix ne dure jamais longtemps pour ceux qui ont trop souffert. Cette nuit-là, on frappa à la porte de l'appartement. C'était une femme, blonde, bien habillée, avec un papier à la main. « Bonsoir, je suis l'avocate de Madame Camilla Manès Bellini. Je suis ici pour vous informer qu'elle dépose une demande de garde de l'enfant. » Arthur blêmit. Camilla était l'ex-petite amie de son frère, la femme qu'il détestait le plus. Et maintenant, elle voulait prendre l'enfant. Camilla était de celles qui souriaient avec du poison. Elle avait toujours été ambitieuse. Quand Lucas avait disparu, elle avait tenté de se rapprocher de la famille, mais on l'avait rejetée. Elle avait dit qu'elle était enceinte, mais n'en avait jamais apporté la preuve. Puis, elle avait disparu. Et maintenant, la voilà avec une avocate, des arguments et même un passé relationnel. « Thiago est mon petit frère. J'ai le droit de l'élever. Cette femme n'est qu'une mendiante. » Lydia ne répondit pas. Elle se contenta de serrer la main du garçon avec force. Arthur se leva, la voix ferme. « Tu as disparu pendant 30 ans et maintenant tu reviens en disant que tu es la grand-mère sans aucune preuve ?» Camilla montra de vieilles photos, un test de grossesse de 1995, une lettre soi-disant, écrite par Lucas, parlant de l'enfant. Tout cela était douté, mais le juge pouvait l'accepter. Arthur prit une décision. Il allait se battre, parce que Tiaguinho n'était pas seulement un garçon. Il était le lien entre un passé douloureux et un futur qui pouvait encore éclore. Le procès alla vite. Avocat, témoin, assistant social. Camilla avait de l'argent, de l'apparence et le discours parfait. « Je veux le bien de l'enfant ». Mais Lysia avait l'amour. Et cela devint évident quand on demanda à Tiaguinho « Avec qui veux-tu vivre ?» Et il répondit, regardant le juge dans les yeux « Avec ma tata Lydia, parce qu'elle ne m'a jamais laissé tomber. » Camilla rit. Elle dit qu'un enfant ne savait pas ce qu'était bon pour lui. Mais le juge hésita. Arthur fait une déclaration. « Mon frère a été rejeté par cette famille qui maintenant prétend le protéger. Lysia a sauvé ce garçon, elle l'a aimé comme une mère. Et moi je suis prêt à tout garantir, mais ne l'arrachez pas à celle qu'il a aimée avec le cœur. » Le juge fixa une nouvelle audience. La décision finale tomberait dans une semaine. Et cette semaine-là, leur monde allait basculer. Le lendemain, Lydia trouva dans le vieux sac à dos de Tiaguinho une enveloppe jaunie, cachée dans la doublure. C'était une lettre, avec la même écriture que les précédentes, signée Lucas Bellini. « Si un jour mon fils grandit et que je ne suis plus là, j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui l'aimera comme j'aurais voulu l'aimer. Ne faites pas confiance à Camilla, elle n'a jamais voulu de lui, seulement de mon nom, seulement de ce qu'elle pouvait en tirer. » Arthur lut, la voix nouée. Cela changeait tout. C'était une preuve, une vérité écrite avec des larmes. Lydia apporta la lettre à l'avocat. Elle était authentique. Lucas reconnaissait l'enfant, il rejetait Camilla et il faisait confiance à l'amour de quelqu'un d'invisible, qui s'était avéré être elle. L'audience finale arriva et le destin choisit son camp. Au tribunal, le juge lut tout. La lettre, les rapports, les témoignages, la présence d'Arthur comme tuteur et le lien réel entre Lydia et Tiaguinho. Camilla tenta d'interrompre, fit un scandale, pleura, mais le juge fut direct. Au nom du bien-être de l'enfant, de l'histoire présentée ici et de la lettre du père biologique, j'accorde la garde définitive à Madame Lydia da Conceição, avec tutelle partagée par Monsieur Arthur Bellini. Lydia tomba à genoux. Elle pleurait sans un son. Tiaguinho sauta sur son fauteuil roulant. « Trop bien, tata !» Arthur éclata de rire, pour la première fois vraiment. Camilla sortit du tribunal en crachant son venin. Mais c'était trop tard, parce que l'amour, avec un papier officiel, devient indestructible. Aujourd'hui, Lydia vit dans une maison avec un jardin.
Ce n'est pas un nain noir, mais il y a l'odeur du gâteau le dimanche et des rires libres dans le salon. Tiaguinho va à l'école avec un uniforme tout neuf. Il étudie, chante, joue. Et quand on lui demande qui est sa mère, il répond « Ma maman ne m'a pas mis au monde, mais elle m'a tiré de la rue avec amour. » Arthur leur rend visite tous les jours. Il est devenu un oncle, un parrain et, pourquoi pas, un grand-père adopté. Ensemble, ils ont créé une ONG qui répare des fauteuils roulants et des vélos. Son nom ? La roue de l'amour. Parce que tout avait commencé comme ça, avec une roue tordue et un cœur entier. Et si tu crois que les miracles ne roulent pas à vélo, c'est que tu n'as pas jamais vu l'amour pédaler dans la rue. Eh oui. Le monde tourne, et parfois il tourne avec ferveur. Alors, qu'as-tu pensé de cette histoire, hein ? Commente ci-dessous. Laisse ton like pour soutenir la chaîne. Et abonne-toi pour ne plus rater d'histoires comme celle-ci. À bientôt, de ton papy riche. Une mendiante, un garçon en fauteuil roulant, un vieux vélo. Mais quand un millionnaire croise leur route, le passé revient. Les secrets explosent et tout change. Une histoire d'amour improbable, de repentissement et de courage. Regarde jusqu'à la fin et prépare ton cœur.